Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Plusieurs formations politiques réputées proches du pouvoir en place invitent l'opposition à observer une trêve à l'occasion de la Noël et des fêtes de fin d'année. 2 projets portant sur l'accès à l'eau et l'assainissement seront financés par la Banque interaméricaine de développement BID. L'annonce en a été faite par le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Jean-Claudie Pierre. Recrudescence du phénomène de l'insécurité dans la ville de Léogâne. Plusieurs cas d'enlèvement ont été recensés dans la cité d'Anacaona ces derniers jours. Après un week-end relativement calme, la semaine a recommencé avec toujours les mêmes problèmes qui sont là, pendants et auxquels apparemment on ne trouve pas de solution. Pour faire le point sur la situation, nous avons avec nous ce soir le sénateur Patrice Dumont. Bonsoir, sénateur Dumont. Bonsoir, bonsoir à tous. D'accord. Sénateur Dumont, vous êtes très sévère avec les élites économiques du pays, dont vous dites qu'elles continuent à s'enrichir de manière outrancière et sans se préoccuper des malheurs du peuple. Vous avez également dénoncé avec force, vous continuez de dénoncer avec force la corruption qui, dites-vous, gangrène l'État à tous les niveaux. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer ces points, s'il vous plaît ? Il n'y a pas d'innocent dans l'état d'appauvrissement, de pourriture que notre société accuse aujourd'hui. Tout le monde, tous les secteurs sont concernés par le problème. Sur la question des inégalités, il n'y a pas de doute que les différents pouvoirs qui se sont succédés au palais national de notre pays depuis plus de 60 ans n'ont pas compris qu'il y a des politiques publiques à mener, à conduire, à véritablement imposer pour que d'abord la pauvreté de masse, la pauvreté absolue laisse la place à une situation vivable. Les Haïtiens les plus pauvres ne vivent pas. Et cela se traduit par quoi? Cela se traduit par la maladie, cela se traduit par une promiscuité parce que les gens ne peuvent pas se soucier de leur avenir, ils n'arrivent plus à se soucier de leur avenir. Et cela se traduit par un délabrement à la fois de la campagne qui n'est plus verte, donc qui ne produit pas, qui ne peut pas produire, et cela se traduit par une saleté permanente sous nos yeux dans ce qu'il nous reste encore de ville. Autrement dit, si on va plus loin, on va s'apercevoir de ce que les enfants haïtiens, les jeunes haïtiens qui terminent leurs études, je veux dire leurs études secondaires ou plus loin leurs études universitaires, ne valent pas en valeur absolue ou relative ce que les autres représentaient vous-même ou il y a les étudiants d'il y a 25 ans, d'il y a 30 ans. Alors, l'échec, il est absolu, mais comme je le disais récemment à l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Madame Michelle Jeanne Sisson et l'émissaire bien connu Kenneth Merten, la responsabilité est nôtre. Nous avons la responsabilité de l'échec, nous devons aussi nous donner la responsabilité de la rédemption nationale. Cependant, nous ne sommes pas seuls au monde. Nous sommes liés à la civilisation occidentale. La civilisation occidentale a un chef. Ce sont les États-Unis. C'est le Canada. C'est la France en Haïti. C'est l'Europe en général. C'est l'Amérique latine. Est-ce que nous pouvons, pour prendre un seul petit exemple, nous mettre en concurrence avec le riz américain, par exemple? Non. Donc, il nous faut inviter les Américains à un New Deal. C'est une expression que les Américains connaissent bien.
Je l'ai dit, je le disais, j'en parlais avec Madame l'ambassadeur des États-Unis, je lui disais qu'il nous faut un New Deal. Un New Deal parce que aujourd'hui, Kenneth Merton arrive à Port-au-Prince parce qu'il y a une crise politique. Quelle solution à cette crise nous épargnera d'une nouvelle crise qui va encore susciter chez les Américains l'inquiétude et qui va ramener Kenneth Merton ou un autre Kenneth Merton à venir nous inviter à dialoguer. Et il y a dans 2 ans aussi, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 50 ans, il nous faut à l'écart. On ne peut pas continuer à faire la politique as usual. Donc comme d'habitude, on se réveillera avec la misère, on se réveillera avec de l'autre côté une commodité qui va plus loin même que le luxe. Et puis les États-Unis diront toujours qu'ils nous aident dans la santé, la France dira toujours qu'ils nous aident dans le domaine de la justice, le Canada dira toujours qu'ils nous aident dans le domaine de l'équité des genres, et puis nous continuerons à être la paria des États, la paria des peuples. Alors, un nouveau deal avec les Américains pour qu'on pose des problèmes sérieux, pour que de notre côté nous répondions, parce que Mme Sisson a eu la propos de me répondre, mais vous avez besoin aussi de New Deal entre vous, Haïtiens. Il n'y a pas de doute, en disant que nous assumons, nous savons que nous sommes responsables. Et ce n'est pas un effet de manche. Nous sommes responsables, entièrement responsables de nos misères. Mais il se trouve que précisément, je l'ai dit et répété, nous ne sommes pas seuls. À ce moment-là, lorsque nouveau deal entre les Haïtiens qui vont lutter contre la corruption et qui vont lutter contre l'îlotisme, c'est-à-dire chacun de nous pense à son petit moi et le nous n'existe pas. Je pense avoir plus ou moins longuement résumé notre problème et peut-être, et je peux avoir, non pas votre consentement, allons dire votre assentiment. Les émeutes des 6, 7 et 8 juillet, est-ce que d'après vous, elles ont envoyé un signal fort à ce que vous appelez l'élite économique de ce pays, et ce signal a-t-il été bien reçu? J'ai dit très rapidement que plus rien dans ce pays ne sera comme avant ces dates fatidiques que vous avez citées. Je crois vraiment qu'il y a un effort chez chacun de nous pour que demain soit différent. Et la question du dialogue, elle est importante, et surtout, il faut que les pouvoirs publics comprennent que les partenaires sociaux et les partenaires économiques doivent être l'objet de préoccupations permanentes, et précisément le dialogue social et le dialogue économique doivent être permanents. Et à ce propos, bien sûr, on peut espérer un état d'esprit différent, mais il faut que la loi nous exige, nous tous, à faire ce que précisément le devoir patriotique, ce que précisément le devoir de construction nationale nous impose. Donc, que les uns et les autres respectent la loi, particulièrement dans le domaine des impôts, des taxes à payer comme il faut. Passons rapidement sur les manifestations des 17 octobre et 18 novembre. Le 17 octobre, des dizaines de milliers de gens prennent la rue pour exiger que le procès Petro-Caribé ait lieu. Le 18 novembre, l'opposition dite démocratique et populaire manifeste seule, et il y a quelques centaines de manifestants dans les rues. Le 9 décembre dernier, avant-hier, il y a eu quelques dizaines, d'après ce que les observateurs ont dit. Alors, avec qui faut-il dialoguer? Et peut-on dialoguer avec des gens qui ne veulent pas dialoguer? Oui, et quand quelqu'un fait semblant de dormir, on ne peut jamais le réveiller. Voilà. Mais il y a quand même une opposition politique qu'on qualifie de radicale. Et il y a aussi les Petro-Challengers. Les Petro-Challengers, à mon sens, représentent cette tranche de la population qu'on désigne comme étant la majorité silencieuse. Il est évident que de toutes les manifestations, les plus parlantes, vraiment les plus parlantes, ont été celles menées par les Petro-Challengers. Maintenant, on ne peut pas non plus faire l'économie
de considérer qu'il y a une opposition purement politique, tout simplement parce que, au-delà du 18 novembre, les uns et les autres ont des difficultés à faire recette quand on essaie d'organiser une manifestation comme celle, vous l'avez souligné, du 9 décembre. Donc, je crois qu'il faut vraiment inviter au dialogue. Maintenant, il faut prendre la société haïtienne à témoin. Il faut prendre le monde entier à témoin. Le président de la République, le Premier ministre ont fait une invitation au dialogue qui est une invitation sincère, une invitation très claire et très nette. Mais il y a certaines personnes qui refusent de s'y attabler. Mais d'autres répondront et certains autres observeront. Le dialogue étant en cours, le président de la République, comme le Premier ministre et les ministres, comme tous les hommes et femmes d'État, ne devront pas oublier que le dialogue en cours, oui, mais qu'il y a toujours des choses à faire au quotidien, et cela dans la perspective de toujours arriver à l'amélioration des conditions de vie des Haïtiens. Le dialogue est important parce qu'il y a une non-reconnaissance de l'autre, parce qu'il y a une espèce de surdité virtuelle. Il faut forcer les gens à dialoguer. Mais le dialogue ne peut pas être l'élément fondamental de notre vie. Il faut produire, il faut travailler, il faut faire les choses comme il faut. C'est ça. Un dernier mot, sénateur Dumont. Est-ce que vous estimez que les premières mesures qui ont été prises par le gouvernement, à la fois dans le cadre de la mise sur pied des conditions du procès Petro-Caribé, ça c'est le premier aspect, et deuxièmement, le cadre de la lutte contre l'extrême pauvreté, avec les quelques grands travaux qui ont été lancés, comme on dit, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, est-ce que vous estimez que le gouvernement est sur la bonne voie? Le gouvernement sera sur la bonne voie lorsqu'il aura effectivement présenté son plan de travaux sociaux de grande envergure. C'est annoncé pour, je crois, mercredi ou jeudi 13. C'est déjà ça de gagner. Deuxièmement, il y a un certain nombre de choses à faire. Il faut envoyer des signaux très clairs concernant le problème Petro-Caribé. Mais c'est un problème simplement moral. Écoutez, quand quelqu'un s'avise de frapper un enfant, c'est immoral. Ça veut dire que c'est une attitude qui est inacceptable. Ça ne peut pas entrer dans nos mœurs. Quand un déficit de 3 milliards de dollars ou un déficit de 1,3 milliard de dollars, mais qu'il s'agisse d'un déficit de 1000 dollars dans un pays où on est absolument pauvre, mais on ne peut pas en rire. Il faut travailler pour que cela ne se reproduise plus, parce qu'il est évident qu'au moins il y a deux malheurs qui se sont abattus contre nous, qui se sont abattus sur nous, et par la faute de celles et ceux qui dirigeaient le pays depuis le CIRH jusqu'à aujourd'hui. D'abord, le mésusage de nos fonds. Le mésusage, j'entends par là, de mauvais projets. Exemple, la passerelle, la je ne sais quoi, qu'on a érigée du côté de la route de Carrefour, à l'intersection de la route nationale numéro 2 et la route des rails, tout près de la marine haïtienne. C'est du mésusage. De même, il y a aussi du vol. Tout simplement parce que on ne peut pas établir le bilan des fonds Petro-Caribé sans qu'il n'y ait un déficit évident. Ça veut dire qu'il y a des projets qui n'ont même pas été tout simplement entamés, mais dont les fonds ont disparu. Donc, aujourd'hui, le président de la République pourra reprendre du poil de la bête, je le pense, si par exemple, il annonce que allons dire la frange supérieure de celles et ceux qui travaillent pour l'État, c'est-à-dire les principaux élus, lui-même le président de la République,
et qu'il fasse savoir que dans une rencontre, sur 3 jours, sur une semaine, on est arrivé à une diminution des traitements en général de ces personnes de 40%, de 50%. La baisse du train de vie de l'État. Absolument, la baisse du train de vie de l'État. Ensuite, que, par exemple, le président de la République fasse savoir que désormais, ce qui était au profit de ces personnes va être remis au service de la santé publique, au service, je veux dire, des médecins, ensuite dans l'éducation pour les professeurs, ensuite dans la sécurité pour les policiers. Les Haïtiens auront alors, à défaut d'atteindre par ces gestes-là le développement, mais la douce sensation qu'ils sont en train de vivre un moment de réelle égalité de chance. Mais par ailleurs, il y a des efforts à faire. Je m'érinte à attirer l'attention de l'État sur le fait que les entreprises autonomes sont devenues des entreprises personnelles. Oui, la loi prévoit que les APN, OFNAC, AAN, OAVCT, etc., réservent 25% de leurs produits, enfin de leur rentrée à l'État, mais 75% pour le développement. D'abord, c'est injuste. Mais deuxièmement, vous-même, Serge Clan, journaliste, citoyen éclairé, avez-vous jamais entendu une fois de votre vie le bilan annuel de l'OAVCT ou de APN ou de l'OFNAC? N'êtes-vous pas l'un des propriétaires en tant que citoyen? Mais non! Ça veut dire que c'est l'opacité des ténèbres. On ne peut pas accepter cela. Alors, pour la rédemption nationale, il faut de tout cela à montrer très humble avis. Très bien, très bien. Bon, j'imagine, sénateur Dumont, que vous partagez cette opinion largement répandue que la lutte contre la corruption, sans que parallèlement il y ait une lutte contre l'impunité. Oui, tout à fait. Impunité à tous les niveaux, qu'il y ait vraiment de la justice. Vous savez, la formule trinitaire liberté, égalité, fraternité n'est pas vaine. La liberté, c'est une donnée fondamentale de la vie des hommes, de même que l'égalité. Je pense qu'il faut donner la part qu'il faut à la liberté, de même qu'à l'égalité. Et liberté et égalité ne pourront se justifier que si la notion de justice existe réellement. La justice telle qu'elle est connue, la justice, je veux dire, liée à la question du respect des lois, ça veut dire précisément absence d'impunité, donc présence de justice, mais aussi la justice distributive et la justice commutative. La justice plus distributive dans le cas d'Haïti, et la justice commutative pour les pays qui sont déjà développés, dans le sens où on peut parler, concernant la justice commutative, du principe de à chacun selon son mérite. Mais dans notre cas, il y a tant de gens qui sont laissés au quai, qui n'ont pas pu entrer dans le train parce que nous sommes un pays exclusiviste. L'exclusion sociale est un fait réel. C'est pourquoi il faut penser à la justice sociale vue dans les termes de la justice distributive, autrement dit, à chacun selon ses besoins, mais en pensant aussi à marier les deux formules, c'est-à-dire à chacun selon son mérite, en n'oubliant pas qu'il faille penser précisément aux besoins des hommes et des femmes de ce pays. Et vous savez, je crois que le dosage des grands principes est important pour notre pays. N'oubliez pas la bataille des libéraux et des nationaux. Les libéraux avec Boyer Bazelec qui disait à chacun, pardon, le pouvoir au plus capable, tandis que les nationaux avec Salomon disaient le pouvoir au plus grand nombre. Nous disons, en tant que démocrates chrétiens, qu'il faille véritablement arriver à la formule suivante:
le pouvoir au plus capable pour le plus grand bien du plus grand nombre. Parce que c'est évident aussi que nous souffrons de problèmes de compétence dans ce pays. Merci, merci pour ces belles paroles, sénateur Dumont. Un tout dernier mot, très rapidement. Il semble que la situation à Léogâne, votre ville, je crois, soit extrêmement grave. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, mais vraiment en 30 secondes? Oui, depuis 2 ans. Et depuis 2 ans, c'était déjà grave. Depuis 1 an, c'est devenu insupportable. Et je crois qu'une fois de plus, c'est le laxisme des hommes. D'abord, peut-être certainement, manque de moyens de la police de Léogâne, et ensuite un travail social qui n'est pas fait. Aujourd'hui, je crois, par rapport au drame social que vit notre pays, il faut mettre la jeunesse de ce pays au service de son pays. Ça veut dire que les plus éclairés, qui ont reçu la formation de l'État haïtien à très peu de frais, qu'on leur donne même un beau petit salaire, et puis qu'on les voit, par exemple, au cours des vacances intermédiaires de décembre et de Pâques, et surtout durant les grandes vacances, mais en temps ordinaire, sillonner les cités, parler avec les parents, parler avec les jeunes, leur montrer la vie sociale, et en pensant évidemment à des programmes d'alimentation, etc., qui doivent être officialisés à travers les écoles. Je crois qu'il faut travailler sincèrement, sérieusement, avec application à la rédemption nationale. C'est un devoir qui ne doit pas nous échapper. Merci infiniment, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps, merci d'avoir plaidé encore une fois avec autant de chaleur et de sincérité, et à très bientôt. Au revoir. Voilà, c'était le sénateur Patrice Dumont qui nous donnait son sentiment sur la situation actuelle et ce qu'il faudrait peut-être faire pour espérer voir s'allumer cette petite lueur au bout du tunnel. Les représentants de Bouclier, de GPP 18 ou encore du consortium des partis politiques ont paraphé une déclaration conjointe dans laquelle ils lancent un appel au sens patriotique. Ils exhortent également les pouvoirs de l'État, notamment l'exécutif, à soulager la misère de la grande majorité. D'un autre côté, ces dirigeants de partis dénoncent les plus radicaux au sein de l'opposition qui conditionnent leur participation au dialogue à la démission du chef de l'État. Suivez un extrait de leur déclaration conjointe. Nous levons voix nous bien haut pour nous demander des amis nous. Ak frère nous qui dans opposition qui dit y a goumé pour peuple là qui arrive joindre la vie meilleure pour faire yon camper sous toute activité politique pour fin d'année pour malheureux ak malheureuse monde qui pi mal dans société qui arrive râler un souffle pour qu'arriver faire activité commerciale yo dans tranquillité d'esprit. Dans tout ça nous demander gouvernement avec l'autre grosse autorité dans l'État, puis on met tête ensemble pour mettre malheureux et malheureuse râler au souffle. Sans ne pas oublier directeur police là, pour prendre toute responsabilité, Jean Constitution a demandé. Même avec tout l'autre groupe dans le pays, tant que religion pour la paix, qui demandait une tête ensemble, qui demandait un dialogue sincère. L'Église catholique fait même demande avec un latrier parlementaire et haïtien conséquent qui fait même demande. C'est peut-être ça. Nous-mêmes, partis politiques qui réunissent là, nous d'accord avec toute organisation sociale, avec toute l'autre voie autorisée en dans le pays, pour gagner une trêve politique, pour dialogue là, qui arrive fait dans la paix et sincérité. Le regroupement des organisations engagées a organisé ce mardi un sit-in devant le siège de la primature en vue de réclamer la reddition de comptes sur la gestion des fonds vénézuéliens. Environ une cinquantaine de protestataires ont dit déplorer le comportement du chef du gouvernement, Jean-Henri Séan, et le qualifient de passif dans ce dossier.
Aucun autre projet du pouvoir en place ne doit détourner l'attention fixée sur la tenue du procès Petro-Caribé, selon les contestataires qui affirment que ce mouvement devant la primature est désormais hebdomadaire. La Banque interaméricaine de développement, BID, approuve 2 nouveaux projets en faveur d'Haïti. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Jean-Claude Pierre, qui revient d'une mission politique de 5 jours à Washington. Lors de ce voyage, un accord de décaissement a été paraphé par les responsables de la BID et les autorités haïtiennes. Il s'agit, selon Jean-Claude Pierre, du financement d'un projet d'eau et d'assainissement évalué à 125 millions de dollars et de celui d'un autre, d'un montant de 33,5 millions, qui concerne la gestion des déchets solides. D'autres projets liés au transport et à l'accompagnement de la jeunesse seront également exécutés, informe le titulaire du ministère. Ces nouveaux projets, qui totaliseront 423 millions de dollars, entrent dans le cadre de l'appui accordé par la BID à Haïti depuis 2010 et dont le montant total atteint désormais près de 2 milliards de dollars. Suivez les explications du ministre de la Planification et de la Coopération externe, Jean-Claude Pierre. Ces 423 millions sont alloués à des projets dont 2 sont approuvés, sont déjà approuvés. Il s'agit d'un projet de gestion de déchets solides dans le nord du pays, à hauteur de 33,5 millions de dollars, et également un programme de transport qui sera financé à hauteur de 225 millions de dollars. Et puis il y a 2 autres projets dont l'un porte sur les compétences des jeunes. Donc il y a un montant de 40 millions de dollars qui sera alloué à ce projet. Et puis il y a un autre projet qui est un programme qui consiste en l'exécution d'un programme d'eau et d'assainissement. Et ce projet sera exécuté dans le nord du pays. Et ce projet sera financé à hauteur de 125 millions de dollars. Il faut dire que cette somme a été approuvée en notre présence. Donc un montant de 125 millions de dollars le jour même de notre présence à Washington, dans les locaux de la BID. Un montant de 125 millions de dollars a été approuvé. Et ce montant va être alloué à l'exécution d'un projet d'eau et d'assainissement dans le nord du pays. La direction de l'administration pénitentiaire, DAP, a présenté ce mardi un site web qui permettra à la population d'avoir des informations sur les activités de la DAP ainsi que sur les différentes prisons du pays. Une base de données est en train d'être mise à jour également afin de mieux sécuriser les informations des détenus. Le site et la base de données ont été présentés par le chef de service Auriol Charles. À partir de cette date, la direction de l'administration pénitentiaire est accessible au public via l'Internet à l'adresse www.dap.ht. Désormais, les partenaires, les chercheurs, les universitaires et tous ceux qui s'intéressent au système pénitentiaire haïtien pourront y trouver des informations pertinentes sans trop de peine. Et je m'en réjouis. Une telle réalisation a été possible grâce au support financier de la Minijust, notre partenaire de toujours. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.